Donc merci d'être venus aussi nombreux donc, ce soir pour cette conférence sur l'agence Inter-France. Je pense que cette agence, personne, en fait, moi, je suis à peu près sûr que personne ne la connaît parmi vous, donc je suis là pour vous expliquer, pour vous dire d'où elle vient, ce que c'est. Auparavant, un petit mot, mais très, très rapide, pour vous expliquer pourquoi et comment j'ai travaillé sur cette agence. Je ne connaissais pas cette agence il y a quelques années. Quelques années, ça remonte quand même à 25 ans, et même plus. Il se trouve que j'étais journaliste indépendant pendant très longtemps. Et je suis historien de formation. Et j'ai fait ma thèse sur le doctorat de troisième cycle sur l'histoire de l'indépendance. Et quand l'indépendance a souhaité fêter ses 150 ans, 1995, bien évidemment, l'indépendant a demandé de faire des recherches sur l'histoire du journal, de compléter ce que j'avais fait pour faire notamment un petit film qui est déjà paru sur l'histoire du journal, un film de 13 minutes que je me propose de venir un jour vous présenter ici, si vous le souhaitez. Et c'est l'occasion de ce travail sur l'histoire de l'indépendant en 1995 que je suis allé farfouiller dans les archives de Paul Chichet, qui à l'époque, certains d'entre vous connaissaient son nom, était le directeur de l'indépendant. Et dans le fond de l'indépendant, j'ai trouvé toute une série de documents relatifs à cette agence Inter-France que je ne connaissais pas du tout. Et ces documents sur l'agence Inter-France par rapport à l'indépendant avaient trait au procès de l'indépendant après-guerre. Vous savez, l'indépendant apparu en 1846, disparaît en 1868, renaît un peu plus tard, en 46-48, il renaît de ses cendres un peu plus tard en 1868, et il continue jusqu'en 1944 où il est interdit, donc comme la majorité de la presse qui a continué à apparaître pendant les années noires, il est interdit pendant 6 ans. Voilà. Et c'est justement dans le dossier de l'indépendant et dans la reparution de l'indépendant en 1950 que j'ai trouvé Inter-France. Pourquoi Inter-France dans le fond de l'indépendant? Tout simplement parce que l'indépendant était adhérent, abonné à l'agence Inter-France. Car c'était une agence de presse, à la fois une agence papier, documentaire, et une agence télégraphique. Donc c'est comme ça que j'ai découvert cette agence, et en regardant un petit peu ses papiers, les feuilletants, je me suis rendu compte que cette agence était très très importante, complètement méconnue, enfin pour moi, complètement inconnue. J'ai cherché dans les bouquins que j'avais à la maison, et dans les bouquins que j'ai toujours actuellement à la maison, de nouveaux livres qui sont sortis depuis lors, cette agence n'est quasiment, très rarement mentionnée. Donc personne ne la connaît, personne n'en parle, sinon une poignée d'historiens, Pascal Horry, que certains connaissent, qui a travaillé un petit peu là-dessus, mais très peu, il a fait un article, et quelques autres, mais vraiment très peu de personnes. Donc cette agence, personne ne la connaît, donc déjà pour l'historien, devenir journaliste, vous imaginez que c'est excitant, d'une part, et d'autre part, en regardant, en feuilletant encore une fois ces papiers, il est dit que cette agence est une agence donc collaborationniste, donc qui a travaillé, qui était favorable aux Allemands. C'est une agence même, j'ai lu à ce moment-là, qui avait été financée en grande partie par les Allemands. Ça aussi, c'est très intéressant. Bon, la somme de ces trois, si vous voulez, découvertes, on fait que je me suis dit, quand tu auras un petit moment, autrement dit, quand tu seras retraité, et la retraite est arrivée un peu plus tôt que prévu, donc c'était bien, ça m'a permis donc pendant 4 années de travailler, de 2014 à 2018, sur l'histoire de cette agence et de sortir ce gros livre qui est ici, qui est à votre disposition si vous le souhaitez tout à l'heure, paru aux éditions du Félin à Paris. Voilà, donc ça, je souhaitais vous le dire parce qu'on ne connaît pas cette agence et il me semblait intéressant de vous dire comment moi j'avais fait la connaissance de cet outil de communication. Ce qui est intéressant aussi, concernant cette agence, là je dirais que c'est tout à fait autre chose, c'est le deuxième point avant d'aborder le sujet lui-même, c'est notre actualité, l'actualité qu'on vit depuis quelques mois. Qu'est-ce que c'est une agence? Une agence, c'est de l'information, mais aussi c'est de la désinformation quelquefois. On parle beaucoup de propagande dans ce que je vous dis, dans ce que j'évoquerai tout à l'heure, et notamment dans les colonnes de cette agence ou sur le fil télégraphique de cette agence. Il y a un terme qu'on utilise maintenant, quand on parle de propagande, on parle aussi de fake news. Donc tout ça, c'est des sujets d'actualité. Il suffit de regarder, se souvenir, c'est récent, on le vit. Ce qui se passe maintenant en Ukraine, il y a de la désinformation, il y a de la propagande, il y a des fake news.
la campagne électorale aussi, il y a certains candidats qui ont avancé un certain nombre d'affirmations sur Pétain, les Juifs, etc. Vous en avez entendu parler, donc ce n'est pas vos propos qui revenir ici. Mais donc ça, c'est la propagande aussi, c'est sans doute de la désinformation. Vous avez aussi, on a connu la période du Covid avec ce qu'on appelait les complotistes. Si on s'en tient à la campagne électorale, il y a certains candidats qui aimeraient que toutes les droites soient rassemblées. Ça, c'était le grand projet déjà de l'agence Inter-France en 1936-38. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que ce livre et cette conférence ont une résonance toute particulière avec ce qu'on vit maintenant. Je pense que vous êtes d'accord là-dessus. C'est un éternel recommencement. La propagande, c'est vieux, je dirais, comme la presse, même bien avant. Et bon, je voulais faire aussi cette petite précision, ces deux précisions. L'une sur pourquoi cette agence et comment cette agence, et ensuite donc le rapport, la résonance de cette agence avec l'actualité qu'on vit aujourd'hui. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas ennuyé en faisant cette précision, mais elle me paraissait nécessaire. Voilà, donc maintenant on va aborder notre sujet. Donc oui, c'est vrai, M. Baudry, j'ai changé un peu le titre, je ne sais pas où vous êtes, je ne vous vois pas, vous êtes au fond. Oui, il m'a semblé que c'est bien de mettre l'agence collaborationniste Inter-France, manipuler l'opinion de province, parce que c'est le sujet. C'est une agence qui a travaillé exclusivement sur la presse de province et avec la presse de province. Donc, manipuler l'information de province. C'est une agence nationale d'information, de presse et de documentation au départ, mais je vais vous dire quand est-ce qu'elle a démarré, et pourquoi elle a démarré, avec qui elle a démarré, dans quel contexte elle a démarré. Je vais donner. Alors, simplement, ça c'est pour vous faire plaisir. Voilà, je suis à Bagnols, j'ai cherché dans les archives, j'ai trouvé ce document que vous connaissez tous, ou majoritairement. Voilà, donc vous avez le monsieur qui tend le bras, donc ça n'a rien à voir avec la conférence, encore une fois, c'est un petit plaisir que je vais vous faire. C'est gentil, non? Voilà, donc vous avez Walter Denis, qui était le patron, le chef, le responsable du port de Port-Vendre, officier supérieur allemand, qui tend le bras. Vous voyez bien Bagnols, Saint-Quatre, la frontière, etc. Et à côté de lui, il y a un personnage très important, donc, qui est von Rundstedt, le maréchal von Rundstedt, qui était donc le responsable des armées de l'occupation pour la partie ouest de la France. Vous entendez, ça va? Voilà. Donc voilà, ça c'est simplement un petit clin d'œil. Maintenant, on rentre encore une fois vraiment dans le vif du sujet. Après, c'est préliminaire. Alors, de quoi on va parler, je vous l'ai dit, donc d'une agence de presse, donc méconnue des historiens, la majorité des historiens, et en tout cas méconnue, me semble-t-il, je suis convaincu, du grand public. Donc, j'espère que je vais vous aider donc, à faire connaître cette entité. J'expliquerai pourquoi, en conclusion, ce n'est pas le propos au début, j'expliquerai pourquoi cette agence, en près de 80 ans, est passée sous silence. Alors pourtant, en 1938, cette agence a joué un rôle dès 1938 jusqu'à 1944, donc, a joué un rôle très important dans la manipulation de l'opinion par l'intermédiaire de la presse de province. Donc je vous répète, c'est ce que je vous ai dit. Et il faut bien savoir que cette agence était au départ nationaliste. Elle est née en 1938. Ses prémices, c'est 1936. On y viendra dans un instant. Mais elle est née en 1938. Et elle est nationaliste. En 1940, donc, elle est pétainiste. Elle suit donc le mouvement politique, donc, l'actualité politique de la France à ce moment-là. Ensuite, elle devient ouvertement donc lavaliste, et après, franchement, hitlérienne. C'est vraiment une agence qui était ultra collaborationniste et qui a joué un rôle capital. Il faut dire que cette agence était une agence de droit privé, donc ce n'était pas une agence publique, et elle supplante très rapidement et facilement les agences officielles. Donc l'Office, c'est-à-dire l'Office français d'information, qui était l'agence du gouvernement de Vichy, et la FIP, l'agence française d'information et de presse, qui était donc l'agence allemande. Ces deux agences sont nées sur le décombre de l'agence Havas, donc en octobre 1944. Voilà, pour vous situer pour contextualiser. Alors, qu'est-ce qui a créé cette agence? C'est ce monsieur. Ce monsieur s'appelle Dominique Sordet, il est né en 1999, il est mort en 1946.
C'était un intellectuel, c'est un homme engagé à droite. C'est lui donc, qui sera le fondateur et PDG de l'agence. C'est un Syrien, maurassien, catholique nationaliste, monarchiste. Donc c'est un ancien combattant de 14-18, capitaine de réserve. Quand il a quitté l'armée en 1937, il a rejoint, donc il est officier de réserve, il a rejoint une société, la compagnie française Thomson Houston, dans une compagnie électronique, je pense que ce nom vous dit quelque chose, Thomson. Et il était aussi, c'était un féru de musique, il adorait la musique, et donc il était critique musical. Critique musicale, c'est-à-dire essentiellement critique de disques, dans un quotidien nationaliste qui était l'Action française, et puis à Candide, hebdomadaire, donc grand hebdomadaire de l'extrême droite qui avait été fondé par Artem Fayard dans les années d'avant-guerre, et dont Sordet est évidemment, vous avez fié, un uniquois. Ce que je voulais dire, une petite anecdote qui va vous plaire, qui retiendra, je pense, votre attention. Sordet, donc je l'ai écrit, c'est un Syrien. C'est un Syrien, ça veut dire qu'il était donc dans une école où il a rencontré quelqu'un qui est devenu général, plus tard bien connu. C'est-à-dire qui, selon vous, De Gaulle. Voilà. Donc c'était un condisciple de Gaulle, et c'est intéressant parce que l'un était, ce que vous savez, devenu ce que vous savez, De Gaulle, et celui-ci est devenu ce que vous imaginez, et dont je vais vous parler dans un instant. De mémoire, 800 candidats, Sordet est arrivé 34e, concours d'entrée, il est sorti 36e sur, de mémoire, sur 116 refus. Donc 116 refus sur 800 candidats, 34 et puis 36. 34e, il sort 36e. De Gaulle, lui, de mémoire toujours, il est rentré, il a été reçu à la 119e place, donc assez loin par rapport à Sordet. Donc vous pouvez imaginer que Sordet quand même était quelqu'un de brillant, hein, c'est pas n'importe quoi pour l'école. Et De Gaulle quand même est sorti 13e. Donc il a remonté, il a fait la remontada, comme dirait certains. Il est bien remonté. Mais il y a un autre général que vous connaissez, qui a un pont ou une avenue à Perpignan, qui était en classe avec eux, qui porte un nom de mois, le mois de l'année, maréchal Juin, voilà. Il y avait le maréchal Juin. Alors lui, c'était un crack, puisqu'il est rentré, il a été reçu 9e, il est sorti 1er, major. Voilà, donc, voilà. Donc ça me paraissait intéressant de vous signaler donc, que Sordet, qui est devenu ce qu'il est devenu, et vous l'imaginez, ce qu'il est devenu par rapport à ce que je vous ai dit, était quand même un condisciple de Gaulle et de Juin. Voilà. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Alors, ça c'est intéressant parce que Sordet, donc, en 1936, vit très très mal le Front populaire. Vous avez fié, c'est pas, je ne vous apprends rien en vous disant ça, suite à ce que je viens de vous exposer. Il vit très mal le Front populaire et considère que si le Front populaire est passé, c'est parce que la presse de droite et d'extrême droite a été parfaitement nulle. Et c'est vrai, d'une certaine manière, la presse de droite et d'extrême droite, et surtout de droite, républicaine, j'entends, avait énormément de journaux, des journaux solides, avec des journalistes très installés. Par exemple, il y avait le Figaro qui existe toujours. Ces journaux-là, selon Sordet, n'ont pas réussi à faire barrage à la gauche. Bien. Donc, il va utiliser, ce qu'il va faire, c'est utiliser la presse, puisqu'il est journaliste, il est critique. Journaliste même si c'est critique, c'est pas quelqu'un qui travaille tous les jours dans le journal, qui met les mains dans le cambouis, mais c'est quelqu'un qui collabore certes un peu loin à un journal. Donc la presse, pour lui, ça va être c'est par la presse, pardon, que selon lui, il faut reconquérir le pouvoir. C'est pour cela que dès 1936, il publie, je l'ai intitulé Un coup fumant, il publie dans un manifeste, le manifeste des 300. C'est un coup fumant et un coup quand même assez extraordinaire, diabolique, je dirais, parce que c'est quelqu'un qui va... il est connu, bien sûr, il est de milieu aisé. Son père, c'est le général Sordet, qui était général de cavalerie en 14-18, et sa famille, c'est les Bergas. Les Bergas, c'est des armateurs de Bordeaux, de Marseille. Donc c'est quelqu'un qui a du bien, quelqu'un qui est installé dans la société. C'est un grand bourgeois, hein, donc il a des fonds. D'ailleurs,
il mettra une partie de ses fonds dans le lancement de l'agence Interfrance, mais ça viendra un peu plus tard. Eh bien, c'est ce monsieur, donc, qui connaît du monde, décide de lancer un manifeste des 300 parce que 300 quotidiens, alors évidemment, c'est lui qui le dit, hein, je ne suis pas allé compter, je ne vais pas regarder tous les journaux aux archives nationales pour voir si tous ont publié ce document, c'est-à-dire ce manifeste, dans lequel il fait un bilan des 4 premiers mois du Front populaire. Et en fait, c'est surtout une attaque en règle contre le Parti communiste, qui le descend en flamme. Donc les socialistes, les communistes, les radicaux, dans une certaine mesure, mais si vous voulez, le Front populaire, pour résumer, qui en prend plein la gueule. Voilà, donc ça c'est vraiment un coup fumant, un coup assez diabolique, parce que c'est quand même 300 journaux, si c'est la réalité, quotidiens hebdomadaires de France, de Paris et de province, publient ce texte chaque fois, dans chacun des journaux, au même endroit, donc si possible la même page, le même emplacement de la page et avec la même typographie. Les grosseurs, la grosseur de titre, enfin toute la titrale, etc. Donc c'est assez non, je le dis, assez exceptionnel, quoi. Donc ça c'est un scoop pour moi, parce que je sais qu'il y a des historiens dans la salle, enfin en tout cas je connais un. Moi dans les travaux que j'ai lus, et j'en ai lu quand même pas mal sur cette période-là, j'ai jamais entendu parler ni lu quoi que ce soit sur ce scoop, sur ce manifeste des 300. Alors est-ce que je suis le premier à parler? Si c'est le cas, je m'en félicite. Parce que c'est quand même parlé. On passe à la diapo suivante. Là, simplement, je vais aller très vite. Vous avez quelques journaux, tous les quotidiens, qui ont soutenu, donc qui ont publié, en tout cas, le manifeste des 300. Il y en a un que j'ai mis en évidence, c'est l'Éclair de Montpellier. L'Éclair de Montpellier était un quotidien royaliste d'Action française, qui était publié à Montpellier, qui tirait, on le verra tout à l'heure, de mémoire, une 50 000 exemplaires. Donc c'était quand même un grand journal de la région qui arrivait à Perpignan et qui avait un correspondant à Perpignan, comme il avait un correspondant à Narbonne, à Carcassonne, etc. Donc c'était un grand journal régional de l'époque de droite. Est-ce que ça va jusqu'ici? Vous me suivez? Je ne parle pas trop vite. J'ai beaucoup de choses à dire et peu de temps à tout dire. On va passer à la suivante. Donc là, nous sommes en 38. Donc 36, le manifeste des 300. Première manifestation, si je puis dire, de Sordet, qui s'exprime publiquement en disant un peu ce qu'il pense du Front populaire, et c'est pour lui une revanche, d'une certaine manière, je vous l'ai dit, à travers la presse écrite. Et bien en 38, il va lancer une agence qui s'appelle Interfrance. Et ce panneau se trouvait dans la salle de réunion, boulevard Haussmann, de l'agence, lorsqu'elle a été créée en 1938. Et vous avez tous les journaux, les 38 journaux, ils sont traduits au départ, qui donnent naissance à l'agence Interfrance. Et c'est des journaux de province, exclusivement de province. Alors pourquoi de province et pas de Paris? Pour une raison simple. Ben oui, il y a plusieurs raisons. Paris, déjà, avait un certain nombre de journaux bien engagés, à droite et à l'extrême droite, qui étaient connus, bien connus. Je suis partout, par exemple, existait. Je vous ai parlé de Grégoire, il y avait Candide, c'était hebdomadaire, il y a le Figaro qui était à droite aussi, etc., etc. Donc il y avait une présence de la presse, d'une presse de droite à Paris, et qui était engagée. Quand on achète tel journaux, quand on achetait Grégoire, on savait ce qu'on achetait. Quand on achetait Je suis partout, on savait ce qu'on achetait. En revanche, la presse de province, c'est une presse de proximité, mais c'est une presse de terroir, une presse donc, qui souvent était dirigée par des dirigeants locaux, des caciques locaux, des élus, des députés, des sénateurs, des conseillers généraux. Mais c'est une presse relativement influençable. C'est une presse qui jouait un rôle, mais c'est une presse qui avait besoin d'être aidée, guidée, parce qu'autant à Paris, ils avaient l'argent et les moyens pour se procurer l'information, à travers donc, l'agence Havas, avant qu'elle disparaisse. Les journaux de province, surtout les petits, n'avaient pas ces moyens-là. Il faut savoir que la presse à l'époque en province, c'est pas du tout ce qu'on connaît maintenant. Ici, on a un grand journal, c'est l'Indépendant. Bon, très bien. Vous avez l'hebdomadaire, c'est la Semaine des Roussillons. Vous avez le Petit Journal, je crois qu'il est un quotidien également. Et vous avez donc le Travailleur catalan, et je crois que qui est un hebdomadaire, merci madame. Ah, c'était le hebdomadaire. Et le Petit Journal. Donc, on n'a pas énormément de journaux. Alors qu'à cette époque-là, il faut savoir que la presse était très présente, non seulement à Perpignan, mais aussi quand on a les arrondissements.
au XIXe siècle, à Prague, à Serré, il y avait des hebdos, il y avait des quotidiens. Donc il y avait une presse qui était très présente, et cette presse n'avait pas les moyens de donner des informations nationales et internationales comme pouvait le faire la presse nationale. Donc c'était une presse, je vous l'ai dit, des champs, hein, une presse qui parlait de ce qui se passait à proximité et des problèmes politiques, économiques, dans une certaine mesure locaux. Donc sur ces cycles-là, il y avait un vivier, en tout cas une possibilité, un terrain tout à fait intéressant pour faire passer les idées nationalistes de droite et extrême droite et qui étaient les siennes. Voilà. Alors il y a des journaux qui ont adhéré, vous le verrez, majoritairement, tu passes la suivante s'il vous plaît, de droite et d'extrême droite, mais il y avait aussi quelques journaux radicaux. Alors là j'ai fait une carte de 38 journaux, donc c'est peut-être un peu plus clair que la carte précédente qui est une peinture. Là j'ai essayé, dans le livre vous le retrouverez, j'ai essayé de présenter, de situer tous les journaux quotidiens et périodiques qui ont participé à cette création. Donc ils étaient 38, il y avait 27 quotidiens, 11 périodiques. Comme je vous l'ai dit, ils sont majoritairement de droite, modérés, conservateurs et monarchistes, et il y a de feuilles radicales. Voilà. Dans le plus proche de nous, je vous l'ai dit, c'est à Montpellier, l'Éclair, vous le voyez. À Toulouse, vous avez la Garonne, qui était un quotidien qui n'existe plus, un quotidien modéré de droite également. Donc je ne vais pas plus loin parce qu'on ne va pas le temps de passer en revue la totalité des journaux. Mais 27 quotidiens, anti-périodiques, 38 journaux au total, c'est ces canards-là, que de province, et j'insiste, ne cherchez pas des journaux de Paris, il n'y en a pas, qui ont contribué à la création d'Interfrance. On va passer à la diapo suivante. Alors l'Éclair, donc c'est le local, c'est de l'État en quelque sorte. Donc j'ai fait petit topo, vous le lisez tranquillement, je me repose. Vous voyez si c'est bon, si c'est vu. Voilà, donc l'Éclair, le journal de Montpellier. On va passer à la suivante. Alors, premier scoop pour moi, mais aussi scoop pour Sondé, ou en tout cas deuxième coup fumant pour Sondé. En 36, on vient de le voir, c'est le manifeste des 300 journaux. En 38, c'est les 430, l'appel des 430. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouve que le 19 octobre 1938, Sondé a créé ce jour-là, je ne l'ai pas ici tout à l'heure, mais si tu veux faire marche arrière, on peut le voir sur le panneau, encore, on monte. Voilà, 19 octobre 38, voilà, 38, 19 octobre, c'est ce mois-là, ce jour-là, que l'agence Interfrance voit le jour. Bien. En décembre, tu peux avancer un peu, en décembre 1900, la prochaine, voilà, en décembre, 16 décembre 1938, il lance un autre appel. C'est le lancement, non pas officiel, le lancement officiel a eu lieu, mais c'est là où réellement il va se faire connaître. L'agence va se faire connaître grâce à un tract, toujours anticommuniste, qui sort 3 mois après la crise de Munich, dont le terrain est favorable, si vous voulez, pour lancer ce type de tract anticommuniste, qui est toujours actif à ce moment-là, et ce tract est destiné à rallier des journaux de province, au-delà donc des 430 et bien évidemment des sociétés, des entreprises, etc. Donc c'est un deuxième coup d'éclat, et c'est cette action spectaculaire donc, qui marque l'opinion, que Sondé lance donc avec la plus grande efficacité cette agence Interfrance qui avait vu le jour tout doucement, relativement tranquillement, sans être connu 2 mois plus tôt. Donc décembre, c'est véritablement le grand lancement. Alors là, je fais un petit topo rapide pour situer, pour contextualiser, on va vite, 39-40, la drôle de guerre, la débâcle, bon, le coup d'état pétain, donc vite fait, septembre 39, la déclaration de guerre, le 10 mai 40, la guerre éclair, le 14 juin, les Allemands entrent à Paris, le 16 juin, Renault démissionne, et Pétain arrive, le 17 juin, Pétain annonce qu'il va demander l'armistice, le 18 juin, De Gaulle lance son appel, le 26 juin, l'armistice est signé, donc c'est la mise en place de la ligne de démarcation, et le 10 juillet, donc, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat, donc, qui réunit un congrès à Vichy, votent donc les pleins pouvoirs manipulés par Laval, mais on ne rentrera pas dans les détails, en tout cas c'est une réalité, les pleins pouvoirs constituant maréchal Pétain. Donc la République française disparaît au profit de l'État français. Une simple parenthèse,
ils furent seulement 80 parlementaires à dire non au maréchal Pétain. Parmi ces 80, il y en avait 5 des Pyrénées-Orientales. Il y avait trois députés. Il y avait 2 socialistes, le député de Prades qui était Joseph Rousse, le député de Céré qui était Louis Noguer, et il y avait le député, le troisième m'échappe, c'est Pézières, Georges Pézières, non, c'est pas, il était sénateur. Alors Delcos, c'était Delcos. Delcos était radical et c'est le seul dont. Enfin, le seul. Sur celle, c'est celui, en tout cas, je ne dirais pas le seul, c'est celui qui a voté les pleins pouvoirs par Pétain. Les 3 autres ont dit non. Il y en a un qui s'appelle Pézières, qui lui s'est fait porter balle, il était malade, donc il n'a pas voté. Donc je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Donc je voulais signaler, si vous voulez, Peyrat, non. Jean Peyrat, il n'était pas député aussi. Jean Peyrat, non. Ah non. Tu avais 2 sénateurs, tu avais Pézières. Non, pas Peyrat. Pézières et. Non, pas de guerre. J'ai trouvé Georges Pézières et Parère. Non, Peyrat, non. D'ailleurs, Peyrat, c'est pas possible, il était mort. Il y avait eu l'accident déjà. Il était mort, Peyrat. Donc, il a disparu. Voilà. Donc, je dois faire attention, il y a un historien de ça qui me surveille. Si j'ai des bêtises, je serai sanctionné. Mais là. Ouais, mais vous l'avez remarqué, il y a aussi des sottises. Donc, voilà, ça c'est simplement pour situer un petit peu le cadre, le contexte, ma base. Alors, la prise de pouvoir, j'ai mis une photo de Pétain, la prise de pouvoir de Pétain, donc le 10 juin, deuxième chef de l'État et du gouvernement. Vous lisez, je le lis avec vous, sous l'autorité civile à pouvoir absolu, jusqu'au 17 novembre 1942. Date à laquelle une partie de ses pouvoirs prérogatives est déléguée donc à Laval. Donc Pétain, dans ce régime, vous le savez, personnel et autoritaire, antiparlementaire, corporatiste, anticommuniste, anti-maçon, xénophobe et antisémite, et donc sous le nom de l'État français, dont c'est effectivement un régime en totale rupture avec la République. Voilà, là je vous apprends rien. Donc, je vous ai dit à l'instant que cette agence, on l'a lancée en octobre 38, qui se fait connaître en décembre 38 toujours, publie quoi? Publie des bulletins. Parce qu'au départ, je vous l'ai dit, c'est une agence documentaire. C'est pas une agence pour l'instant télégraphique, c'est pas une agence filaire, c'est pas l'équivalent de l'agence Havas ou des agences qui ont succédé ou qui ont remplacé l'agence Havas, l'OFI et l'AFI, que j'évoquais tout à l'heure. C'est une agence documentaire, mais aussi une agence papier. C'est-à-dire qu'elle envoie aux journaux de province ce type de documents. Et c'est à partir de ce type de documents que la presse de province s'informe. Donc c'était sous forme de journaux, de bulletins, pardon, le terme, thématiques, donc de 6 pages. Alors les thèmes, vous le voyez, le bandeau rouge, c'est le cas ici, c'est politique, c'est la documentation chaude en quelque sorte. Ensuite, vous avez le bleu, c'est les documents, c'est la documentation froide, hein, c'est les documents pour compléter ou enrichir les journaux de province. Vous avez ensuite le vert qui est l'agriculture, ça tombe de source, le vert, le jaune la jeunesse, le marron le social, et plus tard, il y aura un bulletin gris qui sera un bulletin qui sera exclusivement dédié en 1944 à quelqu'un qui s'appelait Philippe Ardriot et qui avait aussi voix au chapitre, c'est-à-dire que les informations qu'il donnait sur Radio Paris étaient reproduites à partir de début 1944 dans les bulletins d'Interfrance, et ce bulletin qui était donc surmonté de bandeaux gris. Voilà. Donc, bulletin documentaire, bulletin d'information, thématique. La périodicité est plus ou moins erratique, mais généralement, les rouges, c'est plutôt des quotidiens, et les autres couleurs, c'est plutôt des hebdomadaires. Mais des fois, ça pourrait être un bi-hebdomadaire. Donc c'est très variable. En fait, c'est l'actualité, si vous voulez, qui est commentée. Voilà. Alors, l'agence Inter-France, donc, voilà, elle est née. C'est bon, vous situez bien, vous voyez le cheminement, pas de souci. Alors je continue. Donc l'agence Inter-France est née, existe, elle est là, elle a bien survu, et je vais trouver intéressant de publier les textes de 2 responsables de Canard de l'époque, toujours des journaux de province, et vous voyez, donc là j'ai choisi
la lettre que Léon Bellu, le directeur publicateur de Sénémar, a adressée à Sordet, et puis celle de Pierre Pancry, directeur de la presse périodique du Sud-Est, qui était un groupe de journaux, de 3 journaux, du côté de Savoie, Haute-Savoie et Savoie. Alors, vous voyez, donc, le premier dit, j'ai lu avec attention, avec ferveur, pourrais-je dire, la nouvelle lettre confidentielle de Dominique Sordet. Quelle dextérité persuasive, quelle abondance d'arguments éloquents, quelle force de conviction. Comme il est fâcheux que de telles précisions ne puissent être mises sous les yeux de tous les Français sensés, qui sont... Et leur texte, plus que jamais, nous nous trouvons bien seuls, nous avons besoin d'être guidés, éclairés et conseillés. Si le petit journaliste de province est incontestablement en avance sur l'opinion, il doit, cher monsieur Sordet, vous en remercier. Voilà, c'est quand même édifiant, ces 2 lettres. On y va? Ouais. 41-43, donc vous voyez, on fait des dates enjambées, on avance vite dans le temps, on est en 41-43. Ça, c'est important parce que, je vous ai dit au départ, 38 journaux, maintenant, c'est quand même un quart de la presse régionale, toute périodicité confondue, qui rejoint l'agence Inter France, qui est abonné à l'agence Inter France. C'est quand même pareil. Alors, entre ça relance, entre octobre 40, alors ça relance parce que l'agence est créée en 38, il y a la guerre en 39, les Allemands arrivent, donc évidemment, l'agence Inter France a levé un petit peu le pied dans les années de la drôle de guerre, et c'est en octobre 1940, et à nouveau, elle se remet au boulot avec une agence ouverte à Vichy, et les bureaux principaux à Paris. Voilà. Donc 38 organes au départ, qui sont rejoints donc, entre 41 et 43 par 161 autres journaux aux périodicités différentes, soit donc 199 organes. Compte tenu qu'il y en a 14 qui ont disparu dans le cours de ces 3 années, entre 41 et 43, il reste 185 journaux. Si je fais les comptes, il y a 35 quotidiens régionaux, 32 hebdomadaires, 14 bi-hebdo, 2 tri-hebdo et 2 quotidiens algériens qui sont adhérents, donc, actionnaires de l'agence Inter France, qui représente près du quart, 23% en l'occurrence, de la presse de province, qui représentait seulement 795 titres en activité contre 1272 en 1939. Donc vous voyez, entre la décrue entre 39 et 43, au départ 1272 journaux, il y en a beaucoup qui ont fermé leurs portes pour les raisons que vous imaginez, des raisons économiques, des raisons de personnel, les responsables, les journalistes sont partis, et pour des raisons politiques, qui ont choisi aussi de fermer les journaux, et en fait parce qu'ils ont été aussi interdits. Donc 4 raisons qui font que de 1972, on descend à 795 titres, et sur ces 795 titres, il y en a 185, 199 puis 185, donc soit près du quart, qui ont adhéré à Inter France. Alors là, je fais une parenthèse. Adhérer, qu'est-ce que ça veut dire ou être actionnaire? L'agence Inter France a ceci d'intéressant et d'original, c'est que c'est une société anonyme. En tant que telle, elle a des actionnaires, classiques. Mais en même temps, c'est une sorte de société coopérative. C'est bizarre. Société anonyme, société coopérative, c'est pas pareil. Et pourtant, c'était ça. Dans les faits, c'était ça. Donc, effectivement, société anonyme, mais le fonctionnement, c'était une sorte de coopérative. Pourquoi? Parce que c'est des journaux qui adhéraient, prenaient des actions Inter France, mais c'est les journaux qui étaient les utilisateurs de l'agence Inter France, des dépêches de l'agence Inter France. Okay, donc ils ont participé, ces journaux, à la création de l'agence pour être eux-mêmes les destinataires, les bénéficiaires des bulletins documentaires de l'agence. Mais à côté de ça, il n'y avait pas que les journaux, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y avait aussi les sociétés, les entreprises, les administrations qui étaient abonnées à ce moment à l'Inter France, ou qui ont aidé au financement d'Inter France. Donc petite parenthèse également là. Parmi, par exemple, de grandes sociétés industrielles qui ont contribué au financement et au lancement d'Inter France, vous avez une société sucrière que vous connaissez, vous avez sans doute les packs Saint-Louis, sucre Saint-Louis à la maison. Les sucres Saint-Louis ont contribué donc, à financer Inter France. Les sucreries Béguin, au nord de la France, depuis Marseille, aussi ont contribué à financer Inter France. Vous avez peut-être dans votre armoire du cognac ou du Cointreau, je ne sais plus, je crois que c'est le Cointreau Martel, ou Marteil, je ne sais pas comment on dit. Bon, également, vous avez les journaux, pardon, qu'on appelle ça, des armateurs, un armateur, la compagnie maritime de Philippard, de Bordeaux. Hein.
le Philippard, le paquebot qui a coulé. Donc c'était cette famille-là. Donc vous avez donc, ces grandes firmes. Et vous avez des camions plutôt, un constructeur de camions à l'époque et de voitures, qui est bien connu, il y a encore des camions aujourd'hui. Il s'appelait Berlier, Marius Berlier. Marius Berlier. Donc ces grosses industriels ont contribué à, qui avaient peur, qui ont eu peur de l'arrivée du Front populaire et des suites que ça pourrait occasionner à leurs activités industrielles, ont souhaité soutenir cette agence, donc évidemment qui était à contre-courant du Front populaire. Donc je pense qu'il fallait vous signaler cet aspect-là, et que vous comprenez bien que c'est à la fois une société anonyme, et en même temps, son fonctionnement, c'est comme une société, une coopérative. Et puis il y avait aussi, comme à Monet, vous aviez des administrations, vous aviez donc ces sociétés industrielles dont je viens de parler, vous aviez des banques, vous aviez des particuliers, etc. Voilà. On va avancer. Alors, la répartition géographique des actionnaires en fin 42. Donc, ça c'est le document promotionnel d'Air France que j'ai trouvé, j'ai toujours mis les sources, à la VDIC, contemporaine maintenant, à Nanterre. Et ce document promotionnel représente la carte de France et un petit morceau de l'Algérie, le nord de l'Algérie, avec la liste donc, des journaux adhérents à l'agence. Donc, si je reviens, mais on ne va pas le faire parce que ce serait un peu compliqué, à la diapo numéro 9 que vous avez vu tout à l'heure, vous vous souvenez, soit la peinture qui était dans les locaux de l'agence, soit ce que moi j'ai repris, puisque j'ai fait une carte, il y en avait 38. Vous vous souvenez, je pense. Et les 38 maintenant sont devenus ce que vous voyez devant vous. Donc 160 et des poussières. Donc il y en a partout. Il y en a partout dans toute la France. Alors j'ai cru quand même utile de préciser les journaux qui étaient du département. Il y a le courrier de Céré qui était un hebdomadaire, donc qui a pris les actions et qui était utilisateur de l'agence. Et puis vous aviez aussi le journal de Limoux, qui n'existe plus, qui était Neldo, l'indépendant de l'Aude, qui était Neldo, qui n'a rien à voir avec l'indépendant qui existait, bien évidemment, vous le savez à l'époque, mais c'est une homonymie, en quelque sorte, c'est le même titre, mais ça n'a rien à voir, c'est un hebdomadaire. Et c'est d'autres journaux de la région, de Montpellier, avec l'Aveyron, mais sans le Gard. Puisqu'à l'époque, la région, c'était avec l'Aveyron, mais sans le Gard. Le découpage, vous avez en tête le Languedoc-Roussillon. Bien, il faut enlever le Gard, il faut mettre l'Aveyron. C'était comme ça à l'époque, le découpage était celui-là. On rejoint Air France. Donc vous voyez, il y a quand même ça, il y a du monde. Mais Sordet ne se contente pas d'avoir une agence documentaire. Il s'est dit qu'il fallait également posséder une maison d'édition. Donc il a créé une maison d'édition qui s'appelait évidemment l'agence Air France. Il n'a pas publié beaucoup de livres, Sordet, tout au moins son agence. Une quinzaine en tout, et c'est des personnalités évidemment de droite et d'extrême droite. Bon, il y a Baudrillard, le cardinal Baudrillard, Henri Béraud, j'ai pris les plus significatifs et qui vous parleront. Je pense Léon Emery, Jean-Hérol Paquis, Sordet lui-même, Georges Vie, etc. Voilà, donc c'est des livres qui sont présentés de cette façon-là, toujours avec un bandeau, tout au moins pour celui de droite. Et cette maison d'édition a été créée donc fin 41. Le premier livre, c'est celui de droite de Georges Champeau, qui est un ancien communiste, qui est défroqué, qui a rejoint donc Sordet et son équipe, qui s'intitule Les croisades de la démocratie, ça c'est le deuxième tome, qui paraît en janvier 42, mais précédemment, avant que la société soit constituée juridiquement, l'agence Inter France a sorti donc les causes militaires de notre défaite, signé de Michel Alerme en septembre 40, donc enfin même la constitution, je le répète, de l'agence. Et ce Michel Alerme, je disais tout à l'heure à M. Baudric, au départ j'avais 60 diapos. 60 diapos, non c'était trop, alors j'ai ramassé ça, j'ai ramené ça il y a une quarantaine. J'espère que ce ne sera pas trop long. Et dans ces diapos que j'ai enlevés pour tomber de 60 à 40, il y avait, comme tout à l'heure Sordet, un portrait et quelques petites explications sur Alerme, puisque Alerme c'était le bras droit de Dominique Sordet, qui était un militaire qui avait fait Saint-Cyr également, la guerre de 14-18, le lieutenant-colonel, et qui était plus âgé que lui, puisque déjà c'est assez, en 40-41, il devait avoir quelque chose comme 60, 62, 63 ans, alors que Sordet avait une quarantaine de mémoire.
Voilà, donc ça c'est vu. Alors, un autre aspect, et non des moindres, agence documentaire, vous l'avez compris, maison d'édition, je viens de vous le dire, donc vous voyez déjà, c'est une structure très 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 importante. Quand je parlais, j'ai intitulé cette intervention manipulation de la presse de province, avec une agence documentaire et une maison d'édition, on manipule déjà la presse de province d'une manière conséquente. Mais c'est pas tout. Sordé va avoir une agence filaire, c'est-à-dire une agence télégraphique, c'est-à-dire comme l'AFP aujourd'hui, hein, une agence télégraphique. Et alors là, c'est le mec plus ultra, parce que c'est ce qu'il voulait faire. Et là, il entre dans la cour des grands. Il entre dans la cour des grands, donc il peut rivaliser, et il dépassera même l'OFI, l'Office français d'information, qui dépendait du Vichy, et il va rivaliser, il va dépasser l'AFI, l'Agence française d'information de presse, qui dépendait des Allemands, qui étaient donc toutes les deux basées à Paris, place de la Bourse, au siège de la VAS, qui maintenant est celui de l'AFP. Donc cette agence télégraphique voit le jour, 8 octobre 1941, et l'événement, effectivement, est considérable, parce qu'envoyer des dépêches, envoyer par la poste des lettres, des bulletins, des lettres confidentielles, ce que vous voulez, c'est bien, mais bon, ça prend un certain temps. Mais là, avec le fil, on va très très vite. Donc, instantanément, les journaux ont l'information. Donc, ça part de Paris, Sordé, donc, pas tout ça centralisé à Paris, et paf, ça file sur les journaux de province qui sont actionnaires. Alors, j'ai mis parmi les actionnaires, et vous, à droite, vous en connaissez quelques-uns en français, les actionnaires, dans la zone occupée, il y a des actionnaires qui étaient déjà actionnaires d'Inter-France, qui vont être actionnaires d'Inter-France Information. Il y a de nouveaux actionnaires, hein, c'est important. Et ce que je souligne quand même, je ne vous l'ai pas dit, ce n'est que des quotidiens. Il n'y a pas de périodiques, ce n'est que des quotidiens. C'est-à-dire la crème. Périodique, c'est bien, mais la périodicité, bon, est périodique, donc ça n'a pas le même impact. Un quotidien, c'est tous les jours. Hein. Donc, que des quotidiens, actionnaires d'Inter-France en zone occupée, les nouveaux actionnaires donc, qui rejoignent Inter-France en zone occupée également, Cherbourg-Éclair, Ouest-Éclair, maintenant c'est quoi Ouest-Éclair qui a succédé, c'est, comment il s'appelle le journal de Rennes, dans le jeudi Ouest-France, voilà, Ouest-France, merci. Voilà, l'Express de l'Est, la Petite Gironde, c'est devenu donc j'ai des trous hein, pour les journaux actuels. Je suis branché sur le passé. Le journal Bordeaux, aidez-moi, le quotidien de Bordeaux. Sud-Ouest, voilà. Ah, merci. Voilà, donc je ne dis pas que Sud-Ouest c'est la suite de ce journal, mais comme pour l'indépendant, Sud-Ouest c'est installé dans les locaux 2, hein, c'est pas pareil, non, ne faites pas dire ce que je dis pas, hein, c'est pas la suite. Hein. Et puis là, la zone libre, alors la zone libre, je passe vite, mais je m'arrête sur deux qui nous intéressent. Donc l'Éclair qui était, vous l'avez vu, déjà actionnaire de l'agence Inter-France, qui devient actionnaire de l'agence Inter-France Information, donc bien le distinguo. Inter-France, c'est le papier, Agence Inter-France Information, c'est le fil, c'est filaire, et les nouveaux actionnaires, nous avons l'indépendant des Pyrénées-Orientales. C'est pour ça, donc, que l'indépendant étant abonné, d'abord actionnaire et utilisateur de l'agence Inter-France, j'ai retrouvé dans les archives de Paul Chiché, l'indépendant, des documents très très intéressants et très riches sur cette agence que je ne connaissais pas, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Alors, c'est un cas unique. Cette agence, c'est réellement un cas unique. Réellement. Pourquoi pour trois raisons. Parce qu'elle est la seule agence de presse à voir le jour sous l'occupation et le soutien et du gouvernement de Vichy et des Allemands. Donc les deux gouvernements soutiennent cette agence et font qu'elle voit le jour à ce moment-là, et c'est la seule. Vous me direz, les agences, il n'y en avait pas beaucoup. Les journaux, c'est plus facile à faire paraître. Une agence, c'est quelque chose de conséquent, de lourd. C'est pas n'importe quoi. Il faut de gros capitaux. La deuxième raison, c'est parce que cette agence est liée à un échange, par un échange de réciprocité à l'agence télégraphique allemande Transocéan. Transocéan, il y avait le DN2B, alors je ne vous dirai pas ce que ça signifie en allemand, et je ne vous le dirai pas en allemand DN2B parce que je ne parle pas l'allemand, je vous dirai trop mal. Mais il y avait une agence DN2B qui était l'agence qui s'intéressait surtout, si vous voulez, en allemand, qui était pro-nazi, forcément à l'actualité intérieure de l'Allemagne, et puis il y avait Transocéan, qui était une agence qui allait s'intéresser plutôt, et excusez-moi, je dirais pas plutôt, à l'actualité internationale. L'agence Inter-France n'avait pas besoin d'informations pour la France, pour l'Hexagone, hein,
l'agence Inter-France était une agence française, elle n'avait pas besoin de donner des infos sur ce qui se passait en France, parce que le DNB aussi intervenait en France, d'une part. Mais surtout, ce qui l'intéressait, c'est d'avoir des informations sur l'étranger, sur l'Allemagne elle-même, mais sur tout le reste. Et la seule qui pouvait lui donner ces informations, enfin la seule, en tout cas, l'agence allemande, avec qui elle pouvait être associée, c'était l'agence Transocéan. Donc ça, c'est très important. Donc, quelquefois, on lit dans les rares papiers, écrits articles notamment dans des revues d'histoire, c'est une agence Inter-France, c'est une agence franco-allemande. Oui, de cette manière, et non aussi, parce qu'il y a des capitaux, il y a eu de l'argent, bien sûr, qui a été mis par les Allemands, mais on ne peut pas dire ça parce que l'agence Transocéan a collaboré, a aidé, a soutenu, a complété l'information étrangère de l'agence Inter-France. Et la troisième raison, c'est parce qu'elle est la seule, alors ça, pour moi, c'est sans doute la plus importante, la seule qui soit autorisée à diffuser dans les deux zones. Contrairement aux deux agences officielles, contrairement, l'OFI vichiste, je vous l'ai dit, et la FIP allemande, qui étaient exclusivement habilitées chacune à diffuser dans leur zone respective. D'accord ? C'est-à-dire que l'OFI, l'agence de Vichy, diffusait dans le sud, et la FIP, l'agence allemande, diffusait dans le nord. Agence d'État officielle, or c'est une agence de capitaux privés, soutenu par le gouvernement de Vichy, mais privé, soutenu par le gouvernement de Vichy et par les Allemands, qui a cette chance extraordinaire de diffuser dans les deux zones, en donnant des informations sur la France, à travers son réseau de correspondants et de journalistes, je parle d'Inter-France, et de l'étranger, grâce à Transocéan. Donc ça, c'est un cas unique. J'insiste là-dessus. Bien, 41-43. Là, on reste sur Inter-France Information, c'est-à-dire l'agence télégraphique. Je ne parle plus de l'agence documentaire, Inter-France, agence papier. Et bien là, et on parle que de la PQR, un terme qui n'existait pas à l'époque, qu'on utilise maintenant, mais c'est plus facile pour faire de lignes et éviter 3 lignes. PQR, presse quotidienne régionale, donc c'est toujours les journaux de la région, des régions, est associé à l'agence télégraphique, donc franco-allemande, Inter-France Information. Alors, entre l'automne 41 et fin 43, Inter-France Information, c'est 58 nouveaux actionnaires, 50 à Métropole et 8 en AFN. Et fin 43, donc c'est 73 actionnaires et utilisateurs. Il y a, fin 43, donc tout ça, ça fait 73 actionnaires et utilisateurs, dont parmi ceux-là, les 15 fondateurs d'octobre 41. Vous suivez, c'est clair ? Bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est bien de dire ça, parce que c'est bien, ils ont bien prospéré, ils se sont fait connaître, ils ont une sacrée audience, mais c'est intéressant de le comparer avec eux. Eh bien, fin 41, la métropole ne compte que 131 quotidiens, contre 168 en 39, et une vingtaine en AFN. Donc, vous voyez, 73 qui dépendent de l'information de l'agence Inter-France, sur 131. Ce qui signifie que fin 43, plus de 50% de la PQR, si vous voulez, pour employer la terminologie de l'époque, de la presse quotidienne de province, locale, métropole, utilisent les dépêches de l'agence Inter-France, et 40% des quotidiens de l'AFN utilisent les dépêches de l'agence Inter-France. Bon, 40%, il n'était que 8, mais bon, c'est déjà ça. Donc vous voyez cette agence qui est partie de rien, qui a été soutenue par des capitaux du patronat, de province pour l'essentiel, qui a été soutenue par un actionnariat fondé sur la presse de province quotidienne et périodique. Au bout donc, de quelques années, 38-43, c'est-à-dire au bout de 5 ans, se trouve être une agence importante, capitale, incontournable. C'est vraiment la grande agence de l'époque. Et ce qui est paradoxal, c'est que, encore une fois, personne n'en a parlé jusqu'à maintenant. Elle est passée sous les radars des historiens. Je vous donnerai quelques explications tout à l'heure, enfin du moins les miennes. Et le public, évidemment, si les historiens n'en parlent pas, le public ne peut pas la connaître. Bon, un petit mot sur l'indépendance, simplement, coup de chapeau. Hein, bon. Là, peut-être c'est pas heureux, mais bon. L'indépendant à l'époque c'était 36 000 exemplaires en 1939, il diffusait dans l'Aude et les PO, j'aurais dû dire dans les PO et dans l'Aude, puisque l'indépendant arrive dans l'Aude qu'en 1937. Au départ c'est le journal uniquement départemental, l'indépendant devient le journal bidépartemental, ce qu'il est aujourd'hui, à partir de 1937. Voilà.
fondé journal au départ journal au départ d'extrême gauche du 19e siècle, 1846-48, sur la monarchie du Juillet du temps de François Arago. Donc c'était le journal à l'extrême gauche, mais encore une fois l'extrême gauche de l'époque. Et dans les années de guerre, c'est un journal modéré, donc de centre-droit, qui, je dis en passant, n'était pas très favorable en 1939 à la retirade, moins encore aux républicains. Ils étaient plutôt, et notamment les articles d'Auditus, Charles-Emmanuel Grousse, plutôt favorables donc à Franco. Donc, ce journal de centre-droit, on ne peut pas dire que c'est un journal qui était pro-franquiste, mais bon, quand même, il y a eu quelques faiblesses. Voilà. En tout cas, localement, les éditions de la Dépêche, parce que la Dépêche avait aussi un correspondant ici, comme le Petit Méridional, comme l'Éclair, les éditions qui viennent des départements voisins, de Montpellier et de Toulouse, sont écrasées. Par exemple, la Dépêche, c'est 6566 exemplaires en 32. J'ai trouvé que ce chiffre pour cette seule date. Donc ça fait pas lourd, hein, ce que distribue la Dépêche, contre les, sans doute à peu près quelque chose comme 22 à 25 000 pour les seuls PO. Ça parlait de l'ordre à la même époque. En gros, hein, on essaie de lisser. Voilà. Le Petit Méridional, donc, là j'ai pas de chiffres, et l'autre journal, c'était le... Alors le Petit Méridional, pardon, était radical comme la Dépêche, les deux journaux étaient radicaux, l'un à Toulouse, l'autre à Montpellier, et l'Éclair, dont les était royaliste à Montpellier. Oui, à Montpellier, je vous en ai parlé tout à l'heure. Bon, la Dépêche, je vous laisse lire, je me repose. C'est bon, je peux passer. Ah, vas-y. Alors, midi soir, rapidement, midi soir, c'était le journal d'Espérance de l'Indépendant. Il paraissait l'après-midi. Donc, c'est le journal qui a été lancé en novembre 1941, qui aussi était utilisé les services de l'agence télégraphique Inter France. Bon, vous voyez, hein, il a participé avec une action de 25 000 francs de l'époque. Et c'était un peu pour les dépendants un exutoire, c'est-à-dire que tous les papiers que gênaient les dépendants pouvaient passer dans les histoires. Et quand il y avait des papiers, donc des liqueurs, des communiqués de la milice et autres, certes, il y en a qui passaient bien sûr indépendants, mais les plus compromettants, les plus embêtants, pouvaient passer aussi dans les histoires. Et puis aussi, c'est un moyen d'entretenir, d'utiliser la publicité, de recevoir la publicité. L'Indépendant, c'était un journal dans lequel il y avait la publicité, mais si vous avez deux supports, donc c'est deux supports qui reçoivent tous les la publicité, donc ça fait des rentrées financières. Évidemment, les journaux ont besoin d'argent et la publicité y contribue. Et en même temps, c'était une manière de faire travailler aussi le personnel indépendant, puisque beaucoup d'ouvriers étaient partis, de rédacteurs et d'ouvriers. Mais bien souvent, c'était une grande famille indépendante. Ça dépend aujourd'hui, les choses changent, bien sûr. C'était paternaliste. Et il y avait les épouses qui travaillaient, les parents, des fois, les enfants, etc., etc. Donc, quand les hommes, beaucoup d'hommes sont partis, souvent les dépendants recrutaient des épouses quand elles n'étaient pas des gens ou des enfants, filles et garçons, quand ils n'étaient pas dans le journal. Donc, midi soir, après. Bon, le Petit Méridional, donc je passe, hein, si vous voulez lire rapidement, je vais aller plus vite parce que je crois que le temps file. Je ne vais pas trop vite. Non, vous suivez. Bon, ben on avance. Voilà, alors ça c'est l'agence Inter France Information. C'est une toile d'araignée, une double toile d'araignée, une qui part de Vichy et une qui part de Paris. Ça rayonne sur toute la France. Bien évidemment, bon, les journaux adhérents sont moins nombreux parce qu'il y a moins. Ce n'est que les quotidiens. Les quotidiens sont relativement nombreux, mais en tout cas moins nombreux que les quotidiens plus périodiques. Bon, mais vous voyez, le journal est quand même partout. C'est un document promotionnel. Pardon, le journal l'agence est partout. Et elle arrive, donc vous le voyez, jusqu'à Perpignan, Montpellier et Toulouse. Là, c'est rapidement, très rapidement, de l'organigramme de l'agence. Vous voyez, c'est pas
c'est un groupe de presse, à vrai dire. Hein. C'est un groupe de presse, au départ, c'est une agence qui devient un groupe de presse. Alors, il y a des choses que je ne vous dis pas parce que je n'ai pas le temps. Si ça vous intéresse, si vous achetez le livre tout à l'heure, tout ça est largement développé dans le bouquin. Mais il y a plusieurs entités, je ne rentre pas dans les détails, mais vous voyez en bas, SARL, CETIF, Société des éditions Inter-France, ça veut dire. Vous voyez à droite, SARL, Inter-France, Information, en bas, dont on vient de parler. Le reste, je passe, il y a un bureau de courtage publicitaire. Bien évidemment, ils avaient une imprimerie pour imprimer leur bibliothèque, qui était à Paris, mais il y en avait aussi une autre à Vichy. Et vous avez l'association, le centre professionnel d'études de presse, qui permettait, si vous voulez, de recruter des journaux. Vous avez à droite des fédérations qui n'appartenaient pas à l'agence, mais qui ont rejoint l'agence, qui étaient des fédérations de correspondants, ou alors des syndicats professionnels de la presse, qui étaient des syndicats et des fédérations de droite et qui ont été absorbés par l'agence. Donc tout ça, ça fait donc un groupe de presse considérable. Alors, vous voyez, mais là on ne va pas dans les détails, il y a des liens de subordination, des liens d'autonomie, des liens de dépendance et des liens contractuels, mais bon, on ne va pas rentrer dans ces détails. C'est ce que vous sachiez que c'est quand même un groupe de presse important. Donc là on arrive à un temps fort qui là aussi n'a jamais été évoqué par les historiens jusqu'à maintenant. C'est une manifestation considérable. C'est pour Inter-France, c'est l'acmé, hein, c'est l'apothéose. Inter-France a réuni à Paris toute la presse de province, 400 directeurs de journaux, 350 organes de province sur 795 de province, mais aussi d'AFN. Ils sont tous invités le 10, 11 et 12 octobre 1942 au Palais de Chaillot, à Paris, pour une grande manifestation à la fois politique, une manifestation qui permet à Inter-France, à ses dirigeants, à son en particulier, de faire voir ce que c'est sa maison, ce qu'elle est devenue, autrement dit, une manifestation promotionnelle. Et c'est également une manifestation qui est soutenue par Vichy, financièrement, et par les Allemands. J'ai eu accès aux journaux, à un certain nombre de pages des journaux privés de Georges Gros, qui à l'époque était le directeur de l'Indépendant, et lui-même a été invité et est allé à Paris, pardon. Je suppose tout frais payé. En tout cas, il avait un Ausweis, puisqu'il habitait à Perpignan, il a pu passer sans problème et difficulté la ligne de démarcation. Lui, comme tous les journaux de la zone sud et d'Algérie, journaux et journalistes, plutôt journalistes, ils se sont rendus à Paris, donc sans aucune difficulté. Ils ont été reçus là-bas, les petits plats dans les grands, dont il y a eu, on verra des photos tout à l'heure, des échanges politiques avec des responsables de la presse de province. Donc le grand patron de la presse de province à l'époque était Georges Soustel. Ça n'a rien à voir avec l'autre Soustel, le chef de Soustel. Georges Soustel, qui était le président de la Fédération de la presse de province zone sud, qui monte à Paris. Mais vous aviez donc tous les représentants des journaux de l'époque, etc. Tout le monde est monté à Paris. Pour ce symposium d'Inter-France, il y avait le gouvernement de Vichy, quasiment dans son entier, sauf Pétain et sauf Laval, je parlerai de Laval dans un instant, et il y avait les responsables militaires allemands, Otto Abetz, le responsable, enfin, l'ambassadeur d'Allemagne à Paris, n'y est pas allé, mais il était bien représenté. Tous les grands services allemands étaient bien représentés. Voilà, donc c'est les grandes journées d'Inter-France. Alors Laval n'a pas pu s'y rendre, donc là, dans un dépliant qui se trouve à la Médicis, mais aussi aux Archives nationales, il y a un dépliant qui rend compte de cette grande manifestation, un beau document, bien fait, bien documenté, avec de la photo, etc., qui m'a donné beaucoup d'informations. Et dans ce document, il y a cette photo de Laval, donc qui est une des photos qui illustre la plaquette, et il dit donc en bas de sa main, Laval tel qu'à lui-même, hein, avec la cravate blanche qu'on ne voit pas mais qu'on imagine, et la clope au bec, qui dit à mes amis d'Inter-France qui font du bon travail pour la presse, à nos amis communs de la presse des départements et de l'Empire qui font du bon travail pour la France, Pierre Laval. Voilà, donc j'ai synthétisé, mais il y avait autre chose, je crois, voilà. Donc Laval n'y était pas, mais il est quand même présent. Et Laval a demandé à Abel Bonnard, qui était le ministre de l'Éducation nationale,
de lire ce texte, et il dit ceci, mon cher Dominique Sordet, retenu par une périlleuse obligation, je ne pourrais me rendre à votre invitation. Je le regrette vivement. J'aurais voulu vous dire devant vos confrères l'estime que j'ai pour votre personne et mon admiration pour votre courage et votre clairvoyance. Le reste, je l'ai souligné en rouge. Par son intelligente activité, l'agence que vous dirigez apporte une aide précieuse au gouvernement. Elle facilite notamment la tâche que j'ai entreprise sous l'autorité du maréchal de France pour rendre possible une réconciliation et une entente définitive avec l'Allemagne. Je vous prie de dire ma reconnaissance à tous ceux qui sont associés à votre œuvre par le concours compréhensif et courageux qui ne cesse de donner dans notre tâche commune. Je demande à M. Abel Bondard de vous exprimer en mon nom mes sentiments de confiance, d'estime et de sympathie. Signé Pierre Laval. Donc c'est un document donc, de première main pour qu'on se rende bien compte au cas où on ne se serait pas encore rendu compte de l'implication de l'agence Inter France dans la collaboration, une collaboration qui va au-delà de la collaboration avec le gouvernement de Vichy, qui devient véritablement pro-nazi, probablement des pro-nazis. Alors là, vous avez des photos, si pardon, Abel est venu, il était là, oui, peut-être pas le premier jour, bon, fusion, bref. C'est une photo intéressante, on voit Abel Bonnard au micro, on voit Sordet à droite avec les lunettes, le cercle rouge, et on voit à gauche, donc, Abel, qui était l'ambassadeur d'Allemagne à Paris. Une autre photo, je l'ai mise, ça fait peut-être un peu doublon, mais je l'ai mise parce que vous voyez à gauche, il y a une partie qui est assurée. Vous avez toujours à gauche, dans le cercle rouge, Sordet. Au milieu, vous avez Fernando Brinan, qui était l'ambassadeur de Vichy à Paris. Donc c'est celui qui représentait, si vous voulez, le gouvernement de Vichy auprès des autorités allemandes dans la capitale, puisque le gouvernement de Vichy était, comme je viens de le dire, ils sont dans le lien à Vichy. Et vous avez Georges Chustel, le barbu dont je vous ai parlé il y a un instant, qui était le directeur du Petit Méridional et le président de la Fédération nationale des journaux français de la zone sud. Voilà. Et donc, ce que j'ai voulu garder, c'est la partie assurée à gauche. Il y a un soldat allemand, il y a la censure, il y a écrit dessus, assuré, censuré. Donc ça veut dire que cette photo, si elle avait été publiée, le soldat allemand n'était pas présent. Et tout à l'heure, quand je vous ai passé, on va pas revenir, et tout à l'heure, peut-être vous avez fait attention, quand je vous ai présenté la photo de Midi Soir, il y avait des parties blanches aussi, peut-être que vous l'avez remarqué, sur la une de Midi Soir, c'était des parties donc, qui étaient également censurées. Donc, c'était censuré, le journal paraissait tel quel avec un blanc. En 14-18, souvent, ce blanc était accompagné de la figure d'Anastasie, vous savez, là, cette figure qui représente cette vieille dame avec des binocles et de grands ciseaux qui représentent la censure. Ou alors, tout simplement, en 14-18, la censure était représentée par une paire de ciseaux. Voilà. Bon, alors, ça c'est aussi important pour que vous mesuriez, on arrive à la fin, rassurez-vous, on arrive à la fin, c'est pour que vous puissiez mesurer l'audience de l'agence Inter France. Donc, en 43, elle représente un tirage cumulé de 4 millions d'exemplaires. Qu'est-ce que ça veut dire un tirage cumulé? J'ai pris donc les 53 quotidiens dont j'ai eu connaissance du tirage à un moment donné, j'ai fait la somme donc, de ces tirages, et la somme de ces tirages est arrivée dans ce chiffre de 4 163 exemplaires. Voilà. Donc c'est quand même considérable, ça touche un monde fou, ça touche beaucoup de monde. Et si vous travaillez, les historiens le font, mais si vous allez feuilleter pour telle ou telle raison l'indépendant des années 40, quelquefois vous verrez donc des articles d'information générale, nationale ou internationale, avec ciblé à côté, soit vous aurez AFI, soit OFI, ou alors IF ou Inter France. Hein, c'était mentionné quand les dépêches étaient utilisées, entre parenthèses. Moi, quand j'ai commencé l'indépendant, en 85, on le faisait encore. On ciblait, on mettait AFP, on mettait Reuters, on mettait AP pour Associated Press, et puis après, on l'enlevait. Voilà, donc l'audience de l'agence Inter France pour ce qui est des quotidiens. Maintenant, si on ajoute Inter France Information, télégraphique pour ce qui est des quotidiens, si on ajoute à ces 4 millions, si on ajoute l'audience d'Inter France Information, c'est-à-dire de la feuille documentaire, du bulletin documentaire, là vous avez donc un chiffre aussi conséquent qui devrait tourner autour d'1 million d'exemplaires. Là, j'ai eu un peu plus de mal à le quantifier, mais ça fait beaucoup. Il convient d'ajouter donc les tirages. À ce moment-là, on est dans les périodiques. Donc précédemment, j'étais dans les seuls quotidiens qui étaient abonnés à l'agence Inter France Documentaire. Là, je parle en haut, à droite,
des périodiques, et non plus des quotidiens. Donc il faut ajouter 148 périodiques qui étaient fondateurs ou copropriétaires, c'est-à-dire qui sont venus après, de l'agence Inter-France. À cela, il faut ajouter 604 abonnés. En septembre 41, c'est le nombre d'abonnés hors journaux, hein, particuliers, associations, entreprises, sociétés, etc., qui, gouvernement, ministères, etc., qui sont abonnés à l'agence Inter-France. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même énorme, énorme, et c'est d'autant plus énorme quand on le compare aux chiffres que j'ai mentionnés dessous. On sait que le quotidien de nos jours, ou même à l'époque, est lu en gros par 2 ou 3 personnes, c'est la cellule familiale, ça va bien sûr de là, quand on le prête aux amis, à la voisine, au voisin, mais au minimum c'est 2 ou 3 personnes, ça fait quand même du monde, si vous multipliez ces chiffres par 2, ça reste 2 ou 3 personnes, et comparativement, la presse nationale d'extrême droite, collaborationniste, dont j'ai parlé au tout début de la conférence, par exemple Je suis partout, qui était un hebdomadaire, lui ne tirait qu'à 300 000 exemplaires. Donc aujourd'hui, quand on dit la presse de la collaboration, les journaux les plus engagés auprès des nazis, on cite souvent Je suis partout. C'est vrai, mais on oublie Inter-France, c'est normal, on ne connaît pas. Mais Je suis partout, c'était que 300 000 exemplaires, dont hebdomadaire. L'agence Inter-France, c'était tous les jours qu'elle bombardait. Donc vous voyez un peu ce que ça signifiait comme information qui arrivait. Vous avez notre quotidien, un quotidien qui s'appelait L'Heure, le journal de DA, de Marcel DA, qui lui tirait qu'à 130 000 exemplaires. C'est pas mal, 130 000 exemplaires, mais comparativement à la diffusion, à l'audience, pardon, de l'agence Inter-France, c'est peanuts. Et le Nouveau Temps, le journal de Jacques Cher, qui est un quotidien aussi, ne tirait que 62 000 exemplaires. Là, j'ai mis vraiment 3 journaux très représentatifs, et des journaux qui étaient vraiment pro-allemands, pro-nazis. Hein. Donc vous voyez, si on fait la comparaison, pour une fois, il n'y a pas photo. 44, donc je vais aller vite, on arrive donc à la fin de la guerre. Ce que je voulais dire, j'ai mis 17 janvier, Henri Pellet-Desforges et Jacques Baffet sont déportés et morts à Buchenwald. Je voulais simplement dire qu'il faut quand même insister. Je parle de Sordet, c'est bien, mais c'est pas Sordet qui faisait tout seul le journal, il y avait des gens qui travaillaient avec lui. Il y avait des cadres, il y avait des journalistes. Il ne faut pas croire que les cadres étaient plutôt proches de Sordet, donc c'était des gens qui étaient plutôt engagés comme lui. Bien qu'à un certain moment, vers la fin, en 43-44, il y en a qui se sont retirés, qui se sont dissociés de Sordet. Mais l'agence Air France était faite par des journalistes, des documentalistes, etc. Il ne faut pas croire que tout le monde était pro-nazi, engagé, favorable au gouvernement de Vichy, il fallait manger aussi. Et donc il y avait des journalistes qui, eux, n'étaient pas du tout favorables au journal, en tout cas à l'agence au sein de laquelle ils travaillaient, et même ils faisaient du sabotage. Hein. J'ai retrouvé essentiellement au sein de l'agence Inter-France Information des gens qui caviardaient la copie, qui jetaient des communiqués, qui faisaient des mastiques. Des mastiques, c'est quand on inverse dans un texte les caractères, on n'y comprend plus rien. Bref, du sabotage. C'était du sabotage. Et ces gens-là, en tout cas 2 parmi ceux-là, Pellet-Desforges et Baffet, ont été arrêtés, ont été portés en son bon. Donc il ne faut pas croire que c'est une agence qui était constituée, faite comment dire, fabriquée par seulement des gens qui étaient favorables à Vichy et aux nazis. Bon, 6 juin, les Alliés débarquent. Le dernier bulletin donné à France, c'est août 44, sachant que le premier bulletin, je ne vous l'ai pas dit, c'était mars 1938. Mars 38, août 44, hein, d'accord. Dominique Sordet quitte son domicile, on ne sait pas où il va, il s'est planqué. Allers, dont je vous ai parlé tout à l'heure, son bras droit également. Et les bureaux d'Inter-France à Paris et à Vichy sont fermés, l'administration judiciaire est nommée. 44-49, donc en décembre, il y a 168 quotidiens, en décembre 39, donc il y avait, attendez, décembre, sur 168 quotidiens en 39, seuls 17 reparaissent. Ils seront rejoints par 8 autres en 45-46, et deux autres qu'on peut citer, en 47, c'est la Dépêche, et en 50, c'est l'Indépendant. D'accord? Donc, vous voyez, 168 quotidiens en 39, il n'y en a que 17 qui reparaissent, donc faisons table rase du passé, faisons table rase des journaux qui ont contribué, qui ont continué de paraître durant l'occupation. Il en reste que 17, bientôt 8 de plus, bientôt 2 de plus, dans la Dépêche et l'Indep, il fallait le préciser, à la suite de leur procès. 45, 23 janvier, dans la mise sous séquestre des biens d'Inter-France, en novembre de la société Inter-France Information, et puis Sordet en 46 meurt, comme plus tard en 49, je crois que c'est mangé par la diapositive, monsieur Michel Allers mourra aussi.
sortait d'un cancer, donc il disparaît. À l'herbe, je ne sais pas de quoi il est décédé, il était plus âgé en tout cas, ce qui fait que les deux principaux dirigeants de l'agence Air France ne comparaîtront pas devant la justice en 1949. Alors, on arrive justement au procès 49. Alors évidemment, scandale de deux procès escamotés. Les procès sont escamotés parce qu'il y a 44, ou de 44 libérations, 44-49, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, il y a du temps qui est passé. Il y a des changements politiques capitaux qui ont eu lieu en France. Il y a une certaine lassitude des Français pour les choses peut-être de la guerre. Les Français souhaitent bouffer. Si je ne me trompe pas, jusqu'à 1947 ou même au-delà, il y avait encore des tickets de rationnement. Il y a des... Il y a la guerre bientôt là, qui se déclare, la guerre d'Indochine. Il y a un tas de choses qui ne vont pas. Donc, il y a le Parti communiste qui, dans les années 47, organise, pour les raisons qui sont propres, toute une série de manifestations. Bon, la situation ne va pas très bien en France, c'est difficile, et bon, les procès, la guerre, etc. Donc, l'agence Air France, c'est un 49. En revanche, une agence, ou plutôt un journal comme je suis partout, ou le journal Le Loucher dont j'ai parlé tout à l'heure, l'État nouveau, les nouveaux temps, lui, ou plutôt ces deux-là, ont été jugés très rapidement en 45, 46, et les premières exécutions, dont celle de Robert Pazillac, ça a été tout de suite en 45. Après, bon. Alors voilà, donc le 16 juin, procès devant la Cour de justice de Paris, dissolution des trois sociétés, ça concerne les sociétés, et le 23 juillet, procès de 7 personnes, 1, 2, 3, 4, 5, il me semble qu'il y en a 7 personnes, je ne dirais pas que c'est des lampistes, hein. Donc je vous ai dit, sur des morts, Allaire est mort, secrétaire général du Terra, c'est pas rien, secrétaire général, c'est quelqu'un qui est placé dans la hiérarchie, hein, c'est un des bras droits administratifs des directeurs. L'administrateur général aussi, c'est quelqu'un d'important qu'un des roues, l'administrateur général des deux branches, le papier et le fil. Pradel, lui, qui était le directeur d'Inter France, du terrain, donc a été relaxé. Calderou et Pradel condamnés à 15 ans de dégradation nationale. C'est tout, c'est tout. C'est pour le rôle qu'ils ont joué, l'importance, l'action qu'ils ont menée entre 1938 et 1944, c'est pas cher payé. D'ailleurs, bientôt, ils seront très rapidement amnistiés. Et donc, le 14 décembre, transférer l'évolution des biens et des actifs des deux sociétés, et même des trois sociétés avec la maison d'édition, auprès de la Société nationale des entreprises de presse, dont c'était un organisme de l'État qui regroupait tout ça sous son giron, et qui ensuite donc, a fait sa petite tambouille. Mais on rentrera pas dans ces histoires. On avance. Alors, simplement une petite revue de presse. Les journaux, évidemment, en 1946, hein, c'est tôt, hein, les dirigeants d'Interbosch. Donc, ça dit bien ce que ça veut dire. Hein, c'est un journal que je ne connais pas. J'ai cherché debout, je ne sais pas ce que c'est. Apparemment, c'est le journal qui était engagé, qui était peut-être satirique, je n'en sais rien. J'ai rien trouvé. J'ai demandé à mon professeur, maître Pierre Albert, s'il connaissait ce canal. Il m'a dit, je ne connais pas. Voilà, les dirigeants d'Interbosch, bon, vous voyez le texte, ça c'était peu après la guerre. Alors là c'est l'humanité, donc vous remarquerez dans la couverture de mon bouquin, j'ai récupéré cette photo là-haut de l'humanité où on voit donc le palais Berlitz, dans lequel Inter France a déménagé en 1942, donc ils étaient boulevard Haussmann, ils sont allés au palais de Berlitz, c'était donc, ils avaient des moyens, ça devenait donc quelque chose de cossu, d'opulent, etc. Et je soupçonne fortement l'humanité d'avoir traficoté la photo, autant le bâtiment est ce qu'il est, autant Inter France c'est un montage, parce qu'il n'y avait pas ça, hein. Il n'avait pas marqué Inter France, donc c'est un montage pour justement marquer le coup. Donc ça c'était en 1949, et vous voyez à côté, au lieu de juger après la trahison pour Inter France, le nombre de dossiers vides. Voilà. Vous remarquerez donc, encore une fois, je répète que j'ai choisi, pour illustrer, parce qu'il n'y avait pas trop de photos, cette image pour ma couverture, une partie de la couverture. Après, là c'est Franck-Tireur, donc, qui était le journal de gauche aussi, le Parisien libéré, qui était le journal de droite, qui était plutôt gaulliste. Voilà, non, on n'étouffera pas le scandale Inter France. Demain, en cours de justice, la jeune Inter France va être jugée, dont la presse, dont on parle, elle en parle beaucoup, elle en parle abondamment, la presse. Mais bon, pas grand-chose finalement.
Le fantôme d'Inter-France est également dissous, ça c'est le Populaire, le journal, le quotidien du Parti Socialiste. Au centre de la collaboration Inter-France, c'est toujours le Populaire, toujours en 1949, donc ça c'est au moment des procès. Oui. Ça c'est la photo de Calderou, qui a été jugé, qui a été l'administrateur général. Donc voilà, Inter-France est condamné, la comédie du procès Inter-France, c'est Libération. Qui n'est pas la Libération d'aujourd'hui, hein, ça n'a rien à voir. Vous avez le Figaro, épilogue de l'affaire Inter-France, de condamnation et un acquittement. Si je vais trop vite, hein, je vous le dis, pour ce qui est des photos. Donc, quelques opinions, j'ai voulu montrer quelques opinions, notamment celle pour quelqu'un qui a quitté le département, Louis Longuerre, je l'ai parlé tout à l'heure, qui était le maire de Thuir, qui était le député socialiste, qui a fait partie des 80 qui ont voté contre Pétain, qui n'ont pas accordé leur pouvoir à Pétain, qui ont voté non. À ce moment-là, c'est quelqu'un aussi qui était très très important, vous le savez, parce que c'était le président de la Cour de justice. Et le 26 juin 1948, il dit ceci, avant le procès, Inter-France a été le centre même de toutes les opérations de la presse de la collaboration. Ribeiro, qui a été résistant, déporté, qui est revenu, qui était le rédacteur en chef du Monde, journal qui venait donc de naître, dans les locaux du journal Le Temps. Inter-France s'imposa comme je cite, une véritable directrice de conscience des journaux au service de l'ennemi. Je pense que ça parle. Le Populaire, le journal socialiste, le 30 juin 1948, l'agence fut créée pour répandre l'esprit de la collaboration franco-allemande. Franc-tireur, journal socialisant, Inter-France, au sein de la presse, a organisé, coordonné, enflammé le vote de trahison. Yves Gantois, toujours le Populaire, l'agence Inter-France fut la plus néfaste et la plus importante des agences de presse de la collaboration. Jean Gouin, à l'Humanité, l'agence Inter-France tissa les fils d'une vaste toile d'araignée afin de faire pénétrer jusqu'à dans les plus petits villages les slogans de propagande nazie. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. Et Claude Bélanger, qui était le patron donc, du Parisien libéré, le journal gaulliste, l'agence Inter-France fut une des plus parfaites officiers de trahison qui ait été montée dans notre pays. Je pense que ces citations qui sont, me semble-t-il, variées, en tout cas équilibrées, puisqu'il y a des journaux communistes, des journaux socialistes, des journaux socialisants, un journal gaulliste, un journal plutôt modéré comme Le Monde, chacun, tous, autant qu'ils sont, disent globalement, avec leurs mots, la même chose. Et ce qu'ils disent, ce n'est pas rien. Donc encore une fois, surpris que personne ne se soit intéressé à cette agence jusqu'à maintenant. Ici, on arrive donc à aujourd'hui, 45-2021, très rapidement, l'héritage, parce qu'il y a un héritage de l'agence Inter-France, dont il y a entre 1945 et 1951 un journal qui s'appelait Paroles françaises, hebdomadaire Révolution nationale, qui défendait l'amnistie, en l'occurrence celle de Pétain. Il y avait Georges Rion, Louis Truc et René Sillot, qui étaient les journalistes de l'agence Inter-France, qui collaborent donc à Paroles françaises. C'est un hebdomadaire qui a disparu en 1951. On peut bien sûr imaginer que ces journalistes-là étaient plutôt les journaux favorables à Vichy. 45-92, il y a un journal qui s'appelait Aspect de la France, que vous avez connu, hebdomadaire royaliste nationaliste, Raymond d'Argilat, il travaille pendant de nombreuses années, et le journal disparaît en 92. René Maliavet, entre 1947 et 2021, c'est celui qui fonde les Écrits de Paris, mensuel favorable à la réhabilitation de Pétain, c'est un journal très bien fait, très engagé, journal à l'origine de Rivarol, journal à l'origine de Rivarol, et qui est aujourd'hui, Rivarol, dont, ça c'est le verset, propriétaire des Écrits de Paris. En 1951, toujours le même Maliavet, alias Michel Dacier, lance donc Rivarol, je veux dire Louis Truc, qui collabore, et Rivarol, donc, existe toujours, et dirigé par Jérôme Bourbon. Et de 1945 jusqu'à environ 1975, il y avait les cahiers du CEPEC, c'est-à-dire au Centre d'études politiques et civiques. C'était un club de réflexion, comme on en connaît aujourd'hui, qui a été créé par Marc Pradel, qui était le rédacteur en chef de l'agence Inter-France, et donc qui faisait partie des journalistes jugés et condamnés, mais beaucoup de choses finalement. En tout cas, rapidement dirigeant. Ensuite, 60-24, il y a aussi l'agence coopérative interrégionale de presse, ACIP, donc qui a été créée, dont elle était issue, on ne le voit pas, de l'agence Inter-France Information, à travers un certain nombre de journalistes qui collaboraient. Cette agence a repris, en gros, ce qu'était l'agence Inter-France, a calqué cette agence, qui a vécu donc, des années de 38 à 44,
l'a calqué dans les années 60-2014. Et ça veut dire que cette agence doit distribuer, donner selon la même formule, sauf filaire, c'est-à-dire la même formule avec des bulletins, donner des informations à la presse de province. Vous voyez, agence coopérative interrégionale de presse, ils auraient pu ajouter de province. Donc c'était des bulletins qui étaient destinés, selon le même modèle qu'Interfrance, à la presse de province. 64, alors 64, dont Interfrance a disparu depuis 20 ans, et il y a un journaliste bien connu de l'agence, de l'Express, qui s'appelait, c'était Jacques de Rogy, qui s'est illustré pendant la guerre d'Algérie et lors de l'affaire Ben Barka, qui a écrit un papier le 29 avril 64, et il annonce à Blois le premier congrès hebdomadaire de la presse de province, dans ce que je viens de vous dire, dans la CIP. Et cette manifestation, dont écrit-il, représente surtout par l'équipe qui les anime. Alors l'idée c'était quoi? En gros c'est ça, le couronnement d'une quinzaine d'années d'efforts pour faire renaître, c'est ce que je vous disais à l'instant, discrètement, de ses cendres, une assez extraordinaire entreprise de presse, laquelle a connu ses plus beaux jours sous l'occupation et fut balayée à la Libération, cette agence dont c'est Interfrance. Alors ce qui est intéressant de dire, c'est que, d'une part, si je ne dis pas de bêtises, Blois, à l'époque, était, le député de Blois était Debré, lequel Debré était le Premier ministre de Gaulle, et c'est chez lui, à Blois, qu'il autorise en tant qu'élu, et personnalité très importante de la Libération, etc., il autorise donc la tenue de ce congrès, qui en fait est un congrès qui réunit donc des gens de droite, de la droite très nationaliste, pas la droite républicaine, mais surtout très nationaliste et d'extrême droite. Et ça, c'est dans la perspective de l'élection présidentielle, puisqu'on n'arrive pas loin de l'élection présidentielle de 1965, qui était, je crois, à la fin de l'année 1965, je crois, en décembre. Donc, ils prennent en quelque sorte date, ils se préparent donc, à l'élection. Donc, le titre, Les Revenants. Donc, ça me paraissait intéressant de vous présenter ce document, d'autant plus que je l'ai découvert une fois que le livre était imprimé et sorti à la vente. Je ne l'avais pas découvert avant, je ne l'avais pas trouvé. Donc j'ai voulu le mettre ici parce que pour moi c'était une belle conclusion de mon travail. Ce que je dis, mais je n'avais pas d'éléments vraiment concrets. Là, c'est concret. Je ne l'ai pas trouvé, tant pis, ça arrive. Mais je voulais vous le présenter ici. Voilà, et on termine ici. Pourquoi un si long silence? Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, pourquoi on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, 70 ans, de cette agence, donc d'abord nationaliste, ensuite vichiste, ensuite lavaliste, et ensuite franchement nazi. Pourquoi on n'en a pas parlé? On n'en a pas parlé. Bon, pour aller vite, moi je vois trois raisons. La première, dont j'ai écrit, liée à l'inopportunité politique du sujet, qui était susceptible de mettre en cause des notabilités provinciales et contraire à l'apaisement voulu des consciences et des mémoires, hein, le fameux Pétain, bouclier, etc., de Gaulle épée. Ça peut être une des raisons, en tout cas je pense que c'est une des raisons. Bon, on peut imaginer aussi qu'il y a le temps qui passe, donc la course du temps et les strates de l'oubli, hein, le temps passe, donc on oublie un petit peu. La deuxième raison qui me paraît importante trouve son origine dans les difficultés d'assimilation, voire le déni d'existence d'une officie de la trahison et l'obscénité qui en résulte. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, c'était Gallimard qui voulait faire sortir les pamphlets antisémites de Céline, il n'y est pas arrivé. Et vous savez que Mein Kampf est sorti, ça c'est Fayard qui l'a publié en 2021, mais ça a été très long, il a fallu du temps, et c'est un livre qui est vendu, qui n'est pas vendu à la librairie. Mein Kampf n'apparaît pas sur le titre je ne sais plus, ça m'échappe maintenant. Le nom d'hiver n'apparaît pas en couverture, la couverture est sobre, c'est un livre qui est vendu si on le demande, hein, si on le demande, on ne le trouve pas en librairie, c'est surtout des historiens ou des institutions qui l'achètent, et il y a un groupe d'historiens sérieux, français, allemands et autres, qui s'est attelé à décrypter Mein Kampf avec des notes. Donc c'est un livre qui est largement commenté, expliqué. Donc ça a été difficile de le sortir pour les éditions Fayard. Ils l'ont sorti, mais qu'à ces conditions-là. Donc c'est vrai que c'est des écrits nauséabonds qui posent problème, et qui ont tant posé problème jusqu'à maintenant, on peut le comprendre, et on peut imaginer que la France Interfrance, avec ses écrits, je n'en ai pas parlé, aussi également antisémites qu'on trouve dans les colonnes de ces bulletins, était aussi, comment dire,
était un petit peu déplaisante. Cette lecture était déplaisante, en tout cas difficile peut-être d'en parler, jusqu'à maintenant du moins. Et la troisième, alors là, ça j'ai un coup de règle sur les doigts des universitaires et des historiens, c'est peut-être le manque de curiosité des historiens universitaires et des historiens qui ne sont pas universitaires comme moi. C'est un manque de curiosité, mais aussi on peut ajouter, vous ne le voyez pas, j'ai ajouté une frilosité des éditeurs. Les éditeurs aiment le livre, mais si les livres se vendent. Et les livres ne se vendent pas, des livres comme le mien, ne se vendent pas comme des petits pains, surtout 900 pages, avec le prix comme 50. Donc les éditeurs lèvent le pied. Voilà, donc voilà, c'est les trois raisons. Je préciserai que j'ai eu du mal, moi personnellement, pour trouver un éditeur pour éditer ce bouquin. J'en ai fait beaucoup, et non des moindres, parmi ceux que j'ai cités, et ça a toujours été, et de fait un ressort, sauf quelquefois, je dirais que Fayard m'a bien accueilli, mais ça ne s'est pas fait. Le CNRS est intéressé, mais ça ne s'est pas fait. Et l'autre, c'est qui? C'est Belen, qui était aussi intéressé, ça ne s'est pas fait. Donc, deux grands éditeurs qui ont considéré que c'était un livre qui était difficilement vendable. Et alors, moi, ce qui je trouve terrible, c'est quand on vous dit, mais finalement, ça n'intéresse pas dans le monde. Pourquoi? Parce que personne ne connaît. Mais justement, le rôle des historiens comme des journalistes, c'est de faire connaître ce qu'on ne connaît pas. Hein, il me semble, dans le rôle d'un livre, c'est ça. Le rôle d'un article, c'est ça. On m'a répondu ça quelquefois, ce qui va foutre un petit peu hors de moi. Heureusement que les éditions du Félin, c'est pas d'éditeur qui édite des livres sur les chats, hein, je crois, c'est un éditeur qui édite des livres sur de sciences humaines et surtout d'histoire. Un éditeur sérieux qui a 40 ans d'âge. Ah, lui, immédiatement accepté et a pris le bouquin quasiment tel quel. Parce que les autres souhaitaient évidemment que je taille, que je coupe, parce que c'est trop volumineux. Un livre de 900 pages, ça ne se vend pas, c'est pas vendable. Mais vous allez me prouver, vous, que c'est vendable. Voilà, donc j'en ai terminé sur l'histoire de l'agence Interpage. Je pense que monsieur Vaudry, je pense que je l'ai bordé. Je m'en excuse, mais j'espère que je ne vous ai pas ennuyé et que ça vous intéresse.